Le 19 mai 1536, quelques heures avant qu'une épée française ne tranche sa tête, Anne Boleyn a écrit une lettre qui allait survivre 5 siècles dans l'ombre des archives royales. Et ce qu'elle contenait n'était pas des adieux ni des supplications pour sa vie, mais quelque chose de tellement inattendu que même aujourd'hui, les historiens se demandent si elle savait exactement ce qu'elle faisait en mettant ces mots sur le papier. Tu dois comprendre quelque chose avant qu'on aille plus loin dans cette histoire. Anne Boleyn n'était pas une victime tremblante qui attendait passivement son destin dans une cellule sombre de la Tour de Londres. Non, elle était exactement la même femme qui avait défié un roi, brisé une église et changé le cours de l'histoire anglaise simplement parce qu'elle refusait d'être la maîtresse d'Henri VIII alors qu'elle pouvait devenir sa reine. Cette femme-là, celle qui avait passé 6 ans à faire attendre le monarque le plus puissant d'Europe avant de lui accorder sa main, cette femme n'allait pas disparaître sans laisser une trace qui brûlerait à travers les siècles comme un fer rouge sur la conscience de ceux qui l'avaient condamnée. Imagine la scène si tu veux vraiment sentir ce moment. La Tour de Londres au petit matin, le 19 mai 1536, avec cette brume humide qui monte de la Tamise et qui s'accroche aux pierres grises, comme si même le fleuve pleurait ce qui allait se passer dans quelques heures. Anne est éveillée depuis l'aube. Peut-être même qu'elle n'a pas dormi du tout, parce que comment dormir quand tu sais que le soleil qui se lève sera le dernier que tu verras jamais, que l'air froid que tu respires ne remplira plus tes poumons avant midi, que toutes les sensations qui composent le fait d'être vivant vont s'arrêter brutalement sur un échafaud construit spécialement pour toi. Elle demande du papier, de l'encre et une plume. Et les gardes qui la surveillent échangent des regards parce qu'ils savent qu'une reine condamnée qui écrit dans ses dernières heures prépare quelque chose qui pourrait devenir dangereux même après sa mort. Maintenant, tu dois te demander à qui elle écrit, et c'est là que tout devient fascinant d'une manière qui te donne la chair de poule quand tu réalises vraiment ce qui se passe. Tout le monde pensait qu'elle allait écrire à Henri son mari, le roi qu'il avait aimé, avec une passion tellement dévorante qu'il avait déchiré l'Angleterre de l'Église catholique juste pour l'épouser et qui maintenant la condamnait à mort sur des accusations d'adultère et de trahison tellement absurdes que même les juges qui l'avaient condamnée savaient qu'elles étaient fabriquées de toutes pièces. Ou peut-être qu'elle allait écrire à sa fille Élisabeth, cette petite fille de 3 ans qui ne comprendrait jamais vraiment pourquoi sa mère avait disparu un jour de mai et pourquoi personne n'osait prononcer son nom après ça. Ou encore à sa famille, les Boleyn, cette famille ambitieuse qui l'avait poussée vers le trône et qui maintenant faisait profil bas en espérant que la disgrâce d'Anne ne les entraînerait pas tous dans l'abîme avec elle. Mais non, Anne Boleyn ne fait rien de tout ça, et c'est exactement pour cette raison que sa dernière lettre est devenue l'un des documents les plus troublants et les plus débattus de toute l'histoire Tudor. Elle écrit à Thomas Cromwell, l'homme qui a orchestré sa chute, le conseiller principal d'Henri VIII, qui a passé des semaines à construire le dossier contre elle, en inventant des témoignages, en menaçant des nobles terrifiés pour qu'ils l'accusent d'avoir couché avec eux, en transformant des conversations innocentes en preuves de conspiration, en faisant même arrêter son propre frère George sur l'accusation monstrueuse et complètement fausse d'inceste. Cet homme-là, celui qui voulait la voir morte plus que quiconque, parce qu'elle représentait un obstacle à ses plans politiques, c'est à lui qu'elle adresse ces derniers mots écrits sur cette terre. Pourquoi ? Pourquoi une femme à quelques heures de son exécution choisirait-elle de parler à son bourreau plutôt qu'à ceux qu'elle aime? C'est une question qui semble absurde au premier abord, tellement contraire à tout ce qu'on imaginerait qu'une personne ferait dans cette situation extrême où chaque minute compte et où tu sais que tu n'auras plus jamais l'occasion de dire ce que tu as sur le cœur. Mais quand tu commences à lire ce qu'elle a écrit, quand tu analyses chaque mot et chaque phrase de cette lettre avec la connaissance de qui était Anne Boleyn et de la situation politique explosive dans laquelle elle se trouvait, tu comprends que ce n'était pas un geste de faiblesse ou de confusion, mais au contraire le coup final d'une joueuse d'échecs qui savait exactement ce qu'elle faisait, même face à la mort. La lettre commence d'une manière qui te glace le sang par sa politesse froide et calculée. « Monsieur,
Votre discrétion et votre conscience m'empêchent de vous troubler davantage. Mais l'amour que je porte au roi et à son royaume me force à vous recommander une chose qui concerne grandement Sa Majesté et le futur de l'Angleterre. Tu vois ce qu'elle fait là? Elle ne supplie pas, elle ne pleure pas, elle n'accuse pas Cromwell d'être le menteur et le manipulateur qu'il était réellement, parce qu'elle sait que ça ne servirait à rien et que ça pourrait même rendre les choses pires pour les gens qu'elle voulait protéger. Au lieu de ça, elle joue le jeu politique jusqu'au bout, elle parle à Cromwell dans son propre langage, celui du pouvoir et de la stratégie, et elle prépare quelque chose qui va le hanter longtemps après que son corps sera dans la tombe sans nom qu'on lui a réservée. Ce qui est encore plus perturbant, c'est qu'elle ne mentionne même pas son innocence. Dans cette lettre, elle ne perd pas une seule ligne à clamer qu'elle n'a jamais trahi le roi, qu'elle n'a jamais commis les crimes pour lesquels elle va mourir dans quelques heures. Comme si elle savait déjà que protester contre l'injustice ne changerait rien, et que son temps était trop précieux pour être gaspillé en déni de l'évidence qu'elle était une pièce sacrifiée dans un jeu beaucoup plus grand qu'elle. Elle va droit au but, et ce but va te surprendre d'une manière que tu n'imagines même pas encore, parce que ça révèle une profondeur de caractère et une vision à long terme qui donne le vertige quand tu réalises qu'une femme de 35 ans, face à son exécution imminente, pensait encore à l'avenir de l'Angleterre des décennies après sa mort. Alors voilà ce qu'Anne écrit à Cromwell dans cette lettre qui fait 3 pages manuscrites, d'une écriture encore élégante, malgré le tremblement qu'on imagine dans ses mains. Elle lui demande de protéger les réformateurs religieux d'Angleterre, ces hommes et ces femmes, qui avaient commencé à traduire la Bible en anglais, à remettre en question les pratiques de l'Église catholique, à imaginer une nouvelle forme de christianisme plus directe et plus personnelle, et qui maintenant risquait de tout perdre avec la chute de leur protectrice la plus puissante. Tu comprends ce que ça signifie? Une femme qui va mourir dans quelques heures ne pense pas à elle-même, ne pense pas à sa famille, ne pense même pas à sa fille qui va grandir sans mère et avec le stigmate d'être l'enfant d'une traîtresse exécutée. Mais elle pense au mouvement religieux qu'elle a soutenu pendant toutes ces années où elle était reine et qui maintenant se retrouve vulnérable sans elle. C'est à ce moment-là que tu commences à comprendre pourquoi cette lettre est adressée à Cromwell et pas à quelqu'un d'autre. Parce que Cromwell, aussi impitoyable et calculateur qu'il était, partageait avec Anne une conviction profonde. L'Angleterre devait se libérer de Rome et créer sa propre église indépendante. C'était un point sur lequel ils étaient alliés même quand ils étaient ennemis sur tout le reste. Et Anne le savait parfaitement bien quand elle a commencé à écrire cette lettre. Elle ne fait pas appel à sa compassion ou à sa conscience, parce qu'elle sait qu'il n'en a pas beaucoup quand il s'agit de politique, mais elle fait appel à ses intérêts et à sa vision de l'avenir de l'Angleterre, et c'est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus efficace que n'importe quelle supplique émotionnelle aurait pu l'être dans cette situation désespérée. Elle liste des noms dans cette lettre des hommes qui travaillaient à la traduction de la Bible, des prédicateurs, qui risquaient le bûcher pour leurs idées, des érudits qui dépendaient de la protection royale pour continuer leur travail. Et elle demande à Cromwell de s'assurer qu'ils ne seront pas balayés par la vague de répression qui pourrait suivre son exécution si Henri décidait de revenir vers le catholicisme pour se réconcilier avec Rome, maintenant qu'Anne n'était plus là pour l'en empêcher. C'est une liste de condamnés à mort potentiels qu'elle essaie de sauver avec les dernières minutes qu'il lui reste sur Terre, et elle le fait avec une précision et une clarté qui montre qu'elle garde un esprit parfaitement lucide, même face à l'horreur de ce qui l'attend sur l'échafaud qui a été construit pendant qu'elle écrivait ces mots. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond et plus troublant dans cette lettre quand tu la lis attentivement et que tu connais l'histoire de ce qui s'est passé. Après, quelque chose qui donne l'impression qu'Anne Boleyn voyait beaucoup plus loin que son époque et qu'elle comprenait déjà ce que son exécution allait signifier pour l'histoire. Elle écrit une phrase qui fait froid dans le dos. « Ma mort prouvera mon innocence, mieux que ma vie n'aurait pu le faire. Car le temps révèle toutes les vérités et les injustices ne restent pas cachées éternellement,
quand elles sont aussi manifestes que celle qui se commet aujourd'hui contre moi. Tu vois ce qu'elle fait là? Elle transforme son exécution en témoignage historique. Elle lance une bouteille à la mer du temps qui va traverser les siècles et porter son message jusqu'à nous. 500 ans plus tard, quand on regarde son histoire et qu'on se rend compte effectivement qu'elle était innocente et que tout le procès était une machination politique. Cette conscience aiguë de l'histoire et de la postérité, cette capacité à voir au-delà de sa propre mort et à comprendre comment elle serait perçue par les générations futures, c'est peut-être l'aspect le plus fascinant et le plus déchirant de cette lettre, parce que ça montre qu'Anne savait qu'elle allait devenir un symbole plus grand qu'elle-même. Elle ne pouvait pas sauver sa vie, elle ne pouvait pas changer le fait qu'Henri VIII avait décidé qu'elle devait mourir pour qu'il puisse épouser Jane Seymour et espérer enfin avoir le fils qu'Anne ne lui avait pas donné, mais elle pouvait encore contrôler comment son histoire serait racontée et ce que sa mort allait représenter pour ceux qui viendraient après elle. Et il y a un dernier détail dans cette lettre qui me hante chaque fois que j'y pense et qui montre à quel point Anne Boleyn était extraordinaire jusqu'à la fin. Elle mentionne Élisabeth, sa fille, mais elle ne le fait pas de manière directe ou émotionnelle, comme tu pourrais t'y attendre d'une mère qui dit adieu à son enfant. Non, elle écrit simplement à Cromwell « Souvenez-vous qu'il y a une enfant qui porte le sang royal et qui pourrait un jour être importante pour l'Angleterre si Dieu le veut, et j'espère que sa naissance ne sera pas tenue contre elle quand viendra son heure. » C'est codé, c'est prudent, c'est calculé pour ne pas paraître trop insistant ou trop demandeur, mais le message est clair. Protégez ma fille. Ne la laissez pas souffrir pour mes péchés inventés, gardez-la en vie, parce qu'elle pourrait avoir un destin à accomplir. Et tu sais ce qui est absolument incroyable quand tu connais la suite de l'histoire? Élisabeth Tudor est devenue Élisabeth Ier, la plus grande reine que l'Angleterre ait jamais eue. Celle qui a régné pendant 45 ans et transformé un petit royaume insulaire en puissance mondiale, celle qui a défendu la réforme protestante qu'Anne avait soutenue et qui a fait exactement ce que sa mère espérait dans cette dernière lettre. Elle a prouvé que le sacrifice d'Anne n'avait pas été vain et que les idées pour lesquelles elle était morte avaient survécu et triomphé. C'est comme si Anne avait vu l'avenir dans ces dernières heures et qu'elle avait écrit cette lettre non pas vraiment pour Cromwell qui allait la lire le jour même, mais pour nous tous qui la lirions des siècles plus tard et qui comprendrions enfin ce qu'elle essayait de faire. Thomas Cromwell a reçu cette lettre quelques heures avant l'exécution d'Anne et on ne sait pas exactement ce qu'il a ressenti en la lisant parce qu'il n'a jamais écrit publiquement à ce sujet, mais on sait qu'il l'a gardée ou qu'il ne l'a pas détruite comme il aurait pu le faire si elle ne signifiait rien pour lui, et qu'elle a fini par se retrouver dans les archives royales où elle est restée pendant des siècles, avant d'être redécouverte par des historiens qui ont immédiatement compris qu'ils tenaient entre leurs mains quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est fascinant, c'est que Cromwell a effectivement fait ce qu'Anne lui demandait dans sa lettre. Il a protégé les réformateurs religieux. Il a continué à pousser pour la séparation définitive avec Rome. Il a maintenu les politiques que lui et Anne avaient soutenues ensemble malgré leur inimitié personnelle, comme si cette dernière lettre l'avait touché d'une manière qu'il n'avait pas anticipée et qu'il se sentait maintenant lié par une promesse implicite faite à une femme morte. Et il y a quelque chose de tragiquement ironique dans le fait que Cromwell lui-même a fini décapité 4 ans plus tard, en 1540, victime exactement du même type de machination politique qu'il avait utilisé contre Anne Boleyn. Et qu'on se demande s'il a pensé à elle dans ses derniers moments sur l'échafaud, s'il a compris qu'il récoltait finalement ce qu'il avait semé, et que la roue de la fortune tournait aussi inexorablement pour lui qu'elle avait tourné pour Anne quand il avait orchestré sa chute. Peut-être qu'il a même regretté ce qu'il avait fait. Peut-être qu'il a compris trop tard qu'Anne était innocente et que sa mort était une injustice qui tachait son âme plus profondément que tous ses autres crimes politiques. Mais on ne le saura jamais
parce que Cromwell est parti dans la tombe avec ses secrets, comme Anne était partie avec les siens 4 ans plus tôt. Mais revenons à ce matin du 19 mai 1136, quand Anne a fini d'écrire sa lettre, l'a cachetée et l'a confiée à un garde qui devait la remettre à Cromwell avant midi, sachant qu'elle n'aurait pas de réponse et qu'elle ne saurait jamais si ces mots avaient eu le moindre effet ou s'ils allaient simplement être ignorés et oubliés, comme elle-même allait être effacée de l'histoire officielle par un roi qui voulait faire comme si elle n'avait jamais existé. Elle s'est habillée dans une robe grise élégante qu'elle avait choisie spécialement pour l'occasion parce qu'elle voulait mourir avec dignité et style comme elle avait vécu. Et elle a attendu qu'on vienne la chercher pour la conduire à l'échafaud qui avait été construit dans l'enceinte même de la Tour de Londres pour que l'exécution ne soit pas publique et que le peuple anglais ne voit pas leur reine décapitée comme une criminelle commune. Quand elle est montée sur l'échafaud vers 11 heures du matin devant une petite foule de nobles et d'officiels qui avaient été invités à assister à ce spectacle macabre, Anne Boleyn a fait quelque chose qui a choqué tout le monde et qui montre encore une fois qu'elle contrôlait sa propre histoire jusqu'au dernier moment. Elle a refusé de dénoncer le roi ou de proclamer son innocence de manière dramatique comme beaucoup de condamnés le faisaient dans leur dernier discours. Et à la place, elle a prononcé quelques phrases courtes et mesurées où elle disait qu'elle priait pour le roi et qu'elle acceptait son destin avec grâce, comme si elle comprenait déjà que sa véritable défense ne serait pas dans ces mots prononcés devant une audience hostile, mais dans cette lettre qu'elle avait écrite le matin même et qui survivrait longtemps après que sa tête serait tombée dans le panier de paille préparé pour la recevoir. Le bourreau qu'Henri avait fait venir spécialement de France parce qu'il était expert dans l'art de décapiter avec une épée plutôt qu'avec une hache, ce qui était censé être plus rapide et moins douloureux, a attendu qu'Anne enlève sa coiffe et mette un bandeau sur ses yeux. Et puis, il a levé son épée, et en un seul mouvement propre et précis, il a séparé sa tête de son corps, pendant qu'elle priait à voix basse, et c'était fini. Anne Boleyn n'était plus. Son corps a été mis dans une boîte à flèches ordinaire parce que personne n'avait même pensé à préparer un cercueil digne d'une reine. Et elle a été enterrée dans une tombe anonyme dans la chapelle de la Tour de Londres, où elle repose encore aujourd'hui sous une simple dalle de pierre qui porte son nom et les dates de sa naissance et de sa mort. Mais voilà ce que ni Henri VIII, ni Thomas Cromwell, ni aucun de ceux qui voulaient qu'Anne disparaisse de l'histoire n'avait de prévu. Sa lettre a survécu. Sa fille, Élisabeth, est devenue la plus grande reine d'Angleterre. Et 500 ans plus tard, on parle encore d'Anne Boleyn comme d'une des figures les plus fascinantes et les plus influentes de toute l'histoire britannique. Pas parce qu'elle a été reine pendant 3 ans, pas parce qu'elle a séduit un roi, mais parce que dans ses dernières heures sur Terre, elle a écrit une lettre qui révélait exactement qui elle était vraiment. Une femme de courage et de vision, qui pensait à l'avenir même quand elle n'avait plus d'avenir personnel, qui se battait pour des principes même quand elle n'avait plus rien à gagner pour elle-même, et qui comprenait que l'histoire appartient à ceux qui laissent derrière eux des traces indélébiles que le temps ne peut pas effacer. Cette lettre à Thomas Cromwell, écrite à l'aube du dernier jour d'Anne Boleyn, n'était pas vraiment pour lui, elle était pour Élisabeth qui ne pouvait pas encore la lire, elle était pour les réformateurs religieux qui allaient continuer son combat, elle était pour nous tous qui lisons son histoire des siècles plus tard et qui comprenons enfin qu'une femme face à la mort injuste a plus de pouvoir qu'un roi qui ordonne son exécution. Parce que la vérité finit toujours par émerger et que l'injustice ne reste jamais cachée éternellement. Le fer de l'épée française a coupé le cou d'Anne Boleyn ce matin de mai 1536, mais ces mots ont traversé le temps intact et nous parlent encore aujourd'hui avec une clarté et une force qui font trembler ceux qui écoutent vraiment ce qu'elle avait à dire dans ces dernières lignes écrites d'une main qui savait qu'elle ne tiendrait plus jamais une plume après ce jour-là. La Tour de Londres se dresse toujours au bord de la Tamise, froide et grise sous le ciel anglais qui ne change jamais vraiment. Et quelque part dans ces pierres anciennes résonne encore l'écho de cette dernière lettre qu'une reine condamnée a écrite à son ennemi le plus mortel
pour sauver ce qui comptait vraiment pour elle, pas sa vie qui était déjà perdue, mais l'avenir d'une nation et d'une fille qui allaient toutes les deux prouver que son sacrifice n'avait pas été vain.